fermer toutes les bases militaires étrangères en Afrique. Pourquoi y a-t-il des bases militaires étrangères en Afrique? Pourquoi les pays acceptent-ils des bases militaires dans leur pays? Eh bien, mesdames et messieurs, voilà les questions que nous allons nous poser aujourd'hui sur Vox Live, cette émission qui décrypte l'actualité africaine avec des Africains. Aujourd'hui, je suis entourée par 3 personnalités. Nous avons Armand Iré, vous êtes journaliste, bienvenue à vous. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs de Vox Africa. C'est toujours un plaisir de vous retrouver ici à mes côtés. Merci. Alors, on continue avec Moussa Diallo. Vous êtes responsable de la communication du RHDP Europe. Bienvenue à vous. Merci. Un plaisir de vous retrouver. Moi Et aussi. on continue avec Babadem. Babadem, vous êtes journaliste. Bienvenue parmi nous aujourd'hui. Merci et bonjour à tous et à vos téléspectateurs également. Merci. Aujourd'hui, on parle des bases militaires sur le continent africain. Pourquoi y a-t-il ces bases militaires? On va en parler dans un instant. N'hésitez pas tout de suite, bien sûr, à nous poser les questions que vous souhaitez. On essaie d'y répondre sur le plateau de Vox Live. Alors, on va commencer d'abord par une première partie. Donc, on va parler de la prise de parole du député parlementaire de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, qui pointe du doigt les défaillances de la CEDEAO lors d'une commission. Alors, je vous propose de regarder donc un extrait et puis on revient. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, chers collègues, bonjour. Monsieur le Président, depuis quelques jours ici, nous écoutons les rapports des différents pays. Tous les pays disent qu'ils ont des problèmes de santé. Tous les pays disent qu'ils n'arrivent pas à nourrir leur population. Tous les pays disent qu'ils ont des problèmes d'école. Tous les pays, même là où il y a les djihadistes des États-Unis, même là où il y a l'armée française, disent qu'ils ont des problèmes de sécurité. Je n'entends pas dans le rapport des réponses à ces problèmes. Je n'entends pas dans ce rapport une prise en charge de ces problèmes. Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO. Monsieur le Président de la Commission, c'est hier, dans la journée, il y a moins de 24 heures, que nous avons reçu votre rapport de plus de 80 pages. Vous comprendrez qu'il y ait eu, dans un premier temps, 16 inscrits. Vous voyez, il y a 36 présents sur le total des députés de la CEDEAO. La CEDEAO n'est plus attrayante, même pour ses membres, même pour ses députés. Monsieur le Président, je voudrais savoir, est-ce que ce sont les services du Parlement ou vos services qui ont fait que c'est à moins de 24 heures que nous avons reçu ce rapport? Parce que si nous voulons bien travailler, ce ne sont pas de bonnes conditions pour que les députés puissent prendre connaissance de ce rapport et puissent contribuer du mieux qu'ils peuvent, d'accord, aux politiques, en fait, communautaires. Monsieur le Président, vous avez dit qu'un peu plus de 85%, que les recettes des prélèvements communautaires financent un peu plus de 85% du budget de la CEDEAO. D'où viennent les 15%? D'où viennent les 15 autres pourcents? Monsieur le Président, notre CEDEAO va bientôt avoir 50 ans. Ça sera l'année prochaine, un demi-siècle. À la veille de ces 50 ans, nous avons le retrait de 3 de nos membres. Voilà le bilan de la CEDEAO. Nous nous attendons à avoir un discours d'électrochoc, mais pas un discours qui nous fait rester dans notre sommeil. Monsieur le Président, une CEDEAO qui pousse ses membres à assassiner ses artisans, ses paysans, ses jeunes, ses femmes, envoyer ces jeunes dans le désert du Sahara, dans la mer Méditerranée ou l'océan Atlantique, qui pousse ses membres à assassiner leurs petites et moyennes entreprises, en poussant ces États membres à signer les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest. Et tout le monde savait que les accords de partenariat économique, c'est la possibilité pour 85% des marchandises de 27 États de l'Union européenne d'entrer dans nos pays sans payer de droits de douane. Comment est-ce qu'on va régler la problématique du chômage? Comment on va régler la problématique du Sénégal où le taux de mortalité des petites et moyennes entreprises est de 64%? Et je suis persuadé que c'est à peu près pareil dans tous nos pays. Mais cette CEDEAO-là, c'est elle en réalité qui pousse notre jeunesse à essayer de traverser
la mer Méditerranée et à prendre les pirogues à l'assaut de l'Europe forteresse. Nous ne voyons pas de changement. Cette CEDEAO qui pousse nos pays à maintenir les bases militaires françaises, à accueillir les djihadistes et d'autres armées d'occupation, parce que cette CEDEAO ne nous aide pas, n'aide pas nos pays, comme le Mali, comme le Burkina, comme le Niger et comme d'autres pays, à faire face à la sécurité. Voilà ce que c'est que la CEDEAO. Mais qui va rester dans un mariage pareil? Un homme et une femme sont mariés. L'homme prend ses bagages et part. La femme dit à son mari, tu vas revenir par la force, viens. Non, c'est de dire, mon mari, pourquoi veux-tu t'en aller? Et on pose les problèmes. Je ne sens pas cette démarche, Monsieur le Président. Et nous devons aller vers cette démarche. Refondation ou mort de la CEDEAO. Voilà où on en est aujourd'hui. Transformation structurelle ou mort de la CEDEAO. Changement profond ou mort de la CEDEAO. Voilà où nous en sommes, Monsieur le Président. Si on ne fait pas ça, la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest, dans les villages, dans les quartiers, ne veut plus de ça. Dit que cette CEDEAO est une CEDEAO des chefs d'État et non des peuples. Et ça ne sert à rien de dire non, 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 non. Il faut changer par les actes. Que cette CEDEAO soit une CEDEAO des peuples, que ça soit attrayant. Madame la Présidente, j'aurais suggéré qu'il y ait un minuteur. Dans nos différents parlements nationaux, il y a un minuteur, d'accord, qui montre... Votre temps de parole est épuisé. Pourquoi? 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 La CEDEAO qui est censée être... Honorable Baba Sall, Honorable Baba Sall, vous avez la parole. Démocratisme, que les gens sortent de la CEDEAO, que les gens sortent de la CEDEAO. Honorable Baba Sall. Allez, de retour sur le plateau de Vox Live. Donc, cette vidéo a été vue à plusieurs reprises. Et oui, elle a suscité de nombreux commentaires. Donc, forcément, la CEDEAO, toujours la CEDEAO. Alors, il pointe quand même certaines défaillances. On va en parler sur le plateau. D'abord, votre avis général sur sa prise de parole. Qu'est-ce que je dirais? Je découvre avec beaucoup d'admiration ce député sénégalais. Je ne le connaissais pas auparavant. Je l'ai découvert à travers cette vidéo. J'ai essayé de fouiller un peu sa carrière. C'est un ex-activiste qui fait bouger les lignes actuellement au niveau de la CEDEAO. Et je pense que c'est une très bonne chose. Merci. Baba. Oui, c'est vrai que l'Afrique le découvre maintenant, mais nous qui sommes sénégalais, nous le connaissons depuis plus d'une décennie. Hein. C'est un activiste. Moi, je l'appelais à l'époque le Che Guevara africain. Et il se battait surtout contre l'injustice sociale. On le voyait, il a été souvent en prison par rapport à ses prises de position. Mais dès qu'un citoyen, quel que soit où il se trouvait au Sénégal, il se déplaçait. Et il essayait par sa voix de régler la situation, de donner de l'écho. Et donc pour nous, ce sont des prises de position qu'on connaissait de donc lui. Rien d'étonnant de la part de Guy Marius Rien d'étonnant, rien d'étonnant. Ouais. Très bien. On continue avec vous, Monsieur Moussa Diallo. Oui, merci. En tout cas, c'est vrai, on a tous découvert sur les réseaux sociaux, je ne le connaissais pas aussi, mais l'honorable Sania, et on a été émerveillé par effectivement sa déclaration, son speech. C'était très fort parce qu'il disait les choses vraiment sans embâche. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est pas vraiment l'expert en organisation qui vous dira le contraire. Les process, les méthodes, les critiques sur effectivement le fonctionnement de nos organisations. Je pense que c'est vrai. Un de nos problèmes en Afrique, effectivement, c'est au niveau de nos organisations. L'organisation même du travail, du monde du travail. Et là, effectivement, il a pointé du doigt certaines défaillances. Je pense que si on le faisait depuis longtemps, si on avait cette culture-là, effectivement, on n'aurait pas des organisations qui commettraient effectivement ce genre d'impair. C'est une source, effectivement, d'amélioration, d'évolution. Donc il a vraiment parlé sans filtre et ça on insiste dessus. Après, juste pour la forme, très peu d'applaudissements à la fin.
voire Durand. Oui, c'est là, moi je trouvais ça curieux. C'est étonnant quand même. Je pense que c'est parce que la présidente de séance, Madame Ibrahima, la Togolaise, l'a stoppé dans son élan en fait. Sinon, il a reçu des applaudissements quand même. Mais comme il y avait eu un échange entre lui et la présidente... Oui. Oui, mais quand même, mais pendant même le speech, oui, on aurait pu effectivement applaudir. C'est-à-dire qu'il y a eu des timides applaudissements. Mais le problème aussi, c'est que les gens peuvent être concentrés. Non. C'est comme ça que vous justifiez cela. Baba, comment vous justifiez ces faibles applaudissements? Comme il le disait, parce que le lendemain même de son speech, il a été menacé par un député togolais, et on sait que les représentants de du Parlement européen, la CEDEAO, sont ceux qu'il a voulu dire, voilà, mais au-delà de ça, oui, mais bon, des syndicats, des chefs d'État, comme il a suggéré il y a à peine quelques jours après, et ils se sont sentis, à peine il a adressé une petite parole, il avait commencé à poser une question, que le député togolais s'est levé en disant qu'il insultait les chefs d'État africains en parlant de syndicats des chefs d'État. Oh, ouais. Donc c'est pour vous dire que ceux qui osent applaudir, ils devront rendre des comptes après. En tout cas, c'est dit, on va revenir, donc ça c'était la forme, on va revenir sur le fond, et pour le coup c'est très important ce qu'il dit. Donc il parle déjà d'un problème organisationnel, c'est-à-dire qu'il insiste dessus, il y a 80 pages à travailler, finalement ils reçoivent le dossier donc, à moins de 24 heures. Pour le coup c'est vrai que pour beaucoup vont dire non mais c'est pas grave, etc. Mais 80 pages quand même pour une organisation internationale qui est censée travailler pour les peuples, pour les difficultés que a donc l'Afrique de l'Ouest, notamment les membres de la CEDEAO. Donc c'est vrai que 80 pages, comment les députés peuvent convenablement travailler, lire, analyser et éventuellement revenir avec des propositions. On est d'accord sur ce point-là quand même. Oui, tout à fait, on est d'accord avec le fait que c'est pas administratif même déjà, c'est pas même pédagogue, puisque c'est pas de la pédagogie, puisque il devait au moins, à mon avis, donner le rapport une semaine avant pour qu'il soit bien étudié. Est-ce que c'est intentionnel éventuellement, on pourrait dire ça? Pardon? Est-ce que c'est intentionnel ou c'est un problème de fonctionnement? C'est un problème de fonctionnement. À mon avis, je pense que c'est intentionnel, parce qu'ils n'aiment pas les débats en fait au niveau de la CEDEAO. Parce que il faut dire que c'est avec l'arrivée de, on va dire, avec la position de Guy Marius Sagna aujourd'hui, que nous arrivons à voir des vidéos qui sortent du Parlement de la CEDEAO. Moi, je n'ai jamais vu de vidéos sorties du Parlement de la CEDEAO. Jamais. C'est grâce à Marius Sagna qu'on assiste à des vidéos qui sortent Et même le député togolais lui a reproché ça. Il dit, il vient ici, il parle, il filme, et il va mettre ça sur TikTok. Alors qu'il ne le connaît pas, et en plus il a menacé qu'on retire Guy Marius Sagna du Parlement de la CEDEAO. Oui, il a dit qu'il avait fait une pétition pour écarter Guy Marius Sagna de la CEDEAO. Donc, à mon avis, à mon humble avis, c'est intentionnel. Il n'aime pas les débats. Et en donnant un rapport de 80 pages, moins de 24 heures avant. Voilà. Intentionnel ou pas, moi je dirais plutôt que c'était leur fonctionnement normal, c'est-à-dire on vous donne un dossier, parfois même de 300 pages, on vous dit de voter en 24 heures en termes d'urgence, le but c'est de ne pas lire, mais voter. Oui, voilà, donc justement, voilà, donc, oui. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont relevées par l'honorable Sagna, qui, comme je disais tout à l'heure, existe depuis longtemps. Bien sûr. Vous aurez dû, effectivement, depuis longtemps, avec aussi d'autres députés, pointer du doigt certains dysfonctionnements. Et en plus, il insiste sur le nombre de députés présents. Voilà. Il y a sur 115 députés, il y en a 16 qui ont confirmé leur... Mais il y en avait quand même 30 au total, une trentaine. Donc... il dit comme quoi finalement la CEDEAO n'intéresse plus finalement aussi bien les députés que le peuple. Et il a poursuivi son... Je l'ai écouté après cette vidéo, je l'ai un peu suivi, il a parlé même du coût des députés par rapport à la CEDEAO. Il estime que les députés coûtent assez cher et ne travaillent pas assez. C'est ça. Ouais. Ils coûtent assez cher et ne travaillent pas assez. Donc, il a critiqué, il a essayé de soulever l'immobilisme de la CEDEAO. Il a essayé de parler du syndicat des chefs d'État. Il a essayé de parler de l'ambiance économique même au sein de la CEDEAO. Et il est allé jusqu'à accuser que la CEDEAO est à la base de 64% de perte des sociétés dans les pays de la CEDEAO.
Oui. Il n'a pas pointé de doigt, en tout cas. Voilà. Il n'a pas pointé du doigt, et pour reprendre certains points, il a insisté sur le fait que tous les pays africains qui viennent au Parlement, à la CEDEAO, qui viennent donner un peu leurs doléances, indiquent qu'ils ont des problèmes pour soigner leur population, pour nourrir leur population, pour éduquer leur population, pour protéger leur population. Et malheureusement, on ne voit aucune solution apportée lorsqu'il y a un rapport ou autre. Donc, il dit qu'il y a un problème entre les réalités africaines, les réalités des pays membres de la CEDEAO, et finalement les solutions, les recommandations et les actions prises par la CEDEAO. Oui. Quand on regarde Guy Marius Sagna parler, on ne peut pas ne pas s'empêcher de penser au syndicat des chefs d'État. À ce niveau, je pense que le syndicat bloque pas mal de choses. Parce que la CEDEAO peut prendre des décisions. Mais est-ce que ça va être appliqué véritablement dans les États membres? Oui. Est-ce que c'est la question? Mais moi, ce que je dirais, c'est vrai que quand on dit tout de suite le syndicat des chefs d'État, bon, on jette un peu une sorte de discrédit sur l'organisation, alors que en fait, ceux qui sont donc des députés doivent assumer leurs responsabilités. Et c'est ce qu'il faut faire dans. Les députés proposent toujours. Voilà, c'est ce qu'il faut faire dans nos organisations. À partir du moment où vous êtes élu, où vous êtes nommé même à des postes, quand vous connaissez votre feuille de route, quand vous connaissez effectivement votre mission, il faut l'assumer en toute responsabilité. Il faut effectivement qu'il y ait encore d'autres Sagna, d'autres honorables Sagna dans nos hémicycles, de façon à ce qu'on puisse améliorer nos façons de faire. Et cette critique-là, voilà, donc les dirigeants africains doivent être à l'écoute de ce genre qui ont de l'audace. Parce qu'il faut avoir une certaine audace, effectivement, pour pouvoir dire les choses. Et ça, c'est dans le sens du progrès de nos organisations. Voilà. Mais ce point, il est très important. Très important, l'écoute. Parce que Sagna aura beau bon, je ne vais pas dire s'égosier, je ne dis pas ça. Il aura beau parler, il aura beau dire les choses telles qu'elles sont. Il ne fera pas toujours à ce que j'appelle, et je répète, le syndicat des chefs d'État. Bon, après, c'est une. Il en faut plusieurs des Sagna, éventuellement, pour faire bouger les choses. Pardon? S'il y en a plusieurs des Sagna. S'il y a plusieurs des Sagna, oui, effectivement, il fera bouger les choses. Effectivement, il va faire bouger le syndicat des chefs d'État et ils vont véritablement se mettre au travail parce que quand on dit syndicat, c'est pour qu'ils puissent se mettre ensemble pour améliorer le bien-être des populations. Après, pour moi, je pense que ça va être compliqué. On le voit dans les questionnements de Sagna, mais ça va être très difficile de faire bouger entre guillemets, je dis bien entre guillemets, ce syndicat des chefs d'État, et qu'il faut, comme il a dit, refondation ou la mort de la CEDEAO, et on est presque plus à côté de la mort de la CEDEAO que de la refondation. Autre chose, Sagna, c'est vraiment la voix du peuple. Et quand il parle du côté de la santé, de l'éducation, il faut savoir que son militantisme, en tout cas au Sénégal, c'était d'aller dans des villages, dans des contrées reculées et de pointer du doigt, même dans des cantines, même universitaires, de pointer du doigt les failles du système pour au moins qu'on puisse trouver des solutions aux problèmes des populations. Donc ce qu'il est en train de dire à la CEDEAO, c'est tout ce que le peuple, ce que les personnes de la CEDEAO qui sont, entre guillemets, je parle de CEDEAO, mais je parle aussi en général des politiciens ou des autorités qui restent dans leur bureau, je caricature bien sûr, au moyen de leur climatisation bureau, et qui sont complètement déconnectés du peuple. Et après, on va s'étonner de ce qui est arrivé à IBK du jour au lendemain, qui se disent, tiens, on l'a déposé. De Alpha Condé qui du jour au lendemain on l'a déposé sans savoir pourquoi, c'est qu'ils sont complètement déconnectés de la base de la population, et il faudrait revenir à ça, parce que si vous regardez bien la CEDEAO et que vous pointez du doigt les problèmes de la CEDEAO, n'importe quel député de la CEDEAO ou des membres de la CEDEAO vont vous sortir leur texte, et leur texte c'est la CEDEAO a pour mission d'apporter des solutions au niveau médical, au niveau etc. Alors que sur les faits, c'est autre chose. On est totalement d'accord. Le souci aussi au niveau de la CEDEAO, c'est qu'il y a des députés qui prennent carrément position pour leur leader. Donc, je pense qu'il aura beaucoup de Sagna. C'est ce que je disais. Bon, ça va être un peu compliqué Il faut qu'ils changer la donne au niveau de la. Moi, je pense que la CEDEAO est carrément, on va dire, obsolète. Immobile aujourd'hui. On va dire même obsolète. Je prends ton mot, je l'utilise à bon escient. La CEDEAO est obsolète. Et puis... Il y croit, pour le coup, il y croit toujours, parce qu'il parle de refonte, de changement profond
Mais la CEDEAO voilà, existe, en tout cas, la CEDEAO existe juste pour faire face à des pays qui ont brisé le système démocratique en faisant des coups d'État, par exemple. C'est là où on sent la CEDEAO. Sinon, à part ça... Mais en tout cas, je répète, Guy Marius Sagna croit toujours à la CEDEAO parce qu'il insiste sur la... Évidemment, il est sénégalais. Sur l'importance... Et les Sénégalais croient à la CEDEAO. Puisque le président que j'aime énormément, même si j'aime Omar Sonko que lui, le président Bassirou Diomaye Faye a joué les pèlerins dans les pays de l'Est il n'y a pas longtemps. Il est allé plaider le cas de la CEDEAO. Donc, ils sont sénégalais, ils croient à la CEDEAO. Et la CEDEAO, c'est une entité qui mérite d'être désistée dans ce climat présentement. Mais maintenant, il faut que la CEDEAO se dote d'assez de moyens politiques pour pouvoir exister, sinon elle va... Après, la question, c'est est-ce qu'il croit à la CEDEAO ou est-ce qu'il croit au projet initial de la CEDEAO, à savoir une intégration, etc. etc. Parce qu'il insiste sur les changements profonds et structurels de la CEDEAO pour que ça fonctionne et que finalement, ça devienne une CEDEAO. Il ne nie pas la CEDEAO, il ne dit pas que ça ne doit pas exister. Il a dit qu'il faut une refondation. On est d'accord. Il faut effectivement revoir les choses. Bon, et un meilleur fonctionnement effectivement de la CEDEAO, avec peut-être des textes qu'on leur soumet vraiment à temps pour qu'ils puissent effectivement analyser les choses et proposer, effectivement, faire des propositions. Évidemment. Donc, c'est ce qu'il déplore, en fait. Mais il ne remet pas en cause l'institution. L'existence voilà. de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO, il faut le dire quand même, c'est un organe qui, dès sa création, effectivement, au début de sa création, était vraiment utile pour le renforcement, effectivement, de nos coopérations économiques, pour la libre circulation, effectivement, de biens des personnes. Sur cet espace-là, il y a quand même 15 pays. Bon, on ne peut pas dire que parce que 3 pays ne sont pas satisfaits de la CEDEAO que tout de suite il faut jeter effectivement... pour le coup, il insiste dessus, il dit que le bilan de la CEDEAO est quand même négatif et en faisant le lien avec les 3 pays de l'AES qui ont quitté la CEDEAO. Voilà. Mais il est tellement négatif qu'on vient de chasser 173 Burkinabés de la Côte d'Ivoire. On en parlait tout à l'heure. Maintenant, si au sein de la CEDEAO, un pays aussi représenté et représentatif comme la Côte d'Ivoire chasse aujourd'hui ses voisins. C'est pour cela que dans l'espace CEDEAO, il faut effectivement prendre encore ces problématiques-là et pouvoir trouver des solutions effectivement à tout cela. Et c'est pour ça que la CEDEAO a été créée. Je pense qu'un tel problème effectivement va être aussi débattu au sein de la CEDEAO. Bon, le gouvernement ivoirien n'a pas encore donné ses raisons, mais aujourd'hui, il faut que nous puissions améliorer... Oui, mais ils vont effectivement dans le cadre de la CEDEAO certainement poser des questions. Il y a des députés, donc ils vont poser des questions et je pense que le gouvernement ivoirien fera connaître sa position. Mais il faut qu'il y ait des organisations comme ça qui puissent trouver des accords, des alliances, l'entente, des interventions, de la médiation entre certains pays. La CEDEAO a vocation effectivement à établir la paix dans toute Bien sûr, c'est le projet initial de la CEDEAO. La CEDEAO a été créée en principe donc il faut effectivement que la CEDEAO joue son rôle, mais vraiment de façon équitable. Moi, je pense qu'il est trop tard pour moi, pour la CEDEAO. Personnellement, parce que c'est une question de perception et perception populaire. Quand un État, est en difficulté, on va vous dire la CEDEAO va venir à la rescousse. Je pense que la population ne va même pas y croire. Autre chose, il dit dans son texte comment l'Union européenne en fait des partenariats. Il faut savoir que la question c'est qui finance la CEDEAO. Évidemment. La perception, la perception qu'on a normalement dans les textes de la CEDEAO, et ça je souligne quelque chose de très fondateur, c'est que dans l'espace économique la CEDEAO, c'est 0,5% des taxes de tout produit marchandise qu'on va taxer qui hors des membres de la CEDEAO, donc que ce soit l'Union européenne, que ce soit... Donc ça risque d'être ça. Et là, on a entendu dire que comment se fait-il qu'il y a eu des accords avec l'Union européenne qui ne vont pas payer des taxes sur certaines marchandises. Et il insiste sur le fait que ça tue l'économie des différents pays. Les douanes et autres, il a beaucoup insisté là-dessus. Mais ça c'est au cas où les textes sont appliqués. Oui. Mais pour moi, maintenant, qui finance la CEDEAO, c'est la bonne question. Au-delà de cela, il faut voir aussi... Parce que ce sont des accords, en fait. Il faut aller au fond des accords. Oui. Savoir
s'il y a réciprocité ou pas. C'est-à-dire que les produits aussi, parce que je sais qu'effectivement l'espace européen est aussi un grand espace d'échange pour nos produits. Ils sont très africains. protecteurs, oui. Mais non, très protecteurs. Il y a des accords avec nos pays, en tout cas je sais que... Peut-être pour la banane, on va toujours... Vous pensez que les accords sont équilibrés? Voilà, je pense que ça, si ça ne l'était pas, c'est à nous de dénoncer. Mais logiquement, la CEDEAO existe pour pouvoir négocier aussi et défendre les intérêts. Après, c'est très déséquilibré aussi. Hein. Bon, après, moi je pense pour que... le coup, je pose la question, c'est-à-dire M. Diallo, il a insisté sur le fait que au Sénégal, les accords signés par la CEDEAO tuent plus de 60%. Plus de 60% des entreprises 64% TPE, PME. Donc finalement, il y a un problème, l'impact. Et les deux accords, bilatéral et CEDEAO. On revient encore sur le même débat dans l'Union européenne. Voilà. Certains disent oui, ça n'arrange pas les États, mais parce qu'effectivement ça n'avantage pas la France, ça avantage d'autres pays. Bon, il y a toujours un peu de... Mais chacun doit regarder ses intérêts. Chacun doit regarder ses intérêts. Et ça, c'est le lieu vraiment de débattre pour qu'effectivement il y ait... Moi, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la défense des intérêts. C'est qu'au niveau de la CEDEAO, on va toujours affronter le syndicat des chefs d'État. Parce que à Accra, il n'y a pas longtemps, on avait permis à la CEDEAO, au Parlement, d'avoir des actes décisionnels, des actes additionnels. Donc, on a renforcé le pouvoir du Parlement. Mais pourquoi ça ne s'applique pas sur le terrain? Parce que les chefs d'État font leur syndicat. Ils bloquent tout. Parce que tu vas prendre une décision qui concerne l'ensemble de la CEDEAO. Si la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara dit qu'elle ne la met pas en pratique, elle ne la met pas en pratique. Ok. On ne va pas refaire le débat, on ne va pas revenir sur l'ancien débat, mais regardez les décisions de justice. Est-ce qu'elles sont appliquées aujourd'hui? Il y en a même qui sont sortis même de la Cour de justice, que ce soit au niveau de l'Union africaine ou de la CEDEAO, parce qu'on a pris des décisions qui ne les arrangeaient pas. Ça veut dire quoi? C'est que la CEDEAO n'est pas assez forte, le pouvoir coercitif de la CEDEAO n'est pas assez fort? Non, la CEDEAO n'est pas assez forte. Elle n'est pas crédible. Elle n'est pas crédible du tout. Mais ce sont souvent, effectivement, il faut voir un peu ce qui lie ces États à la CEDEAO par rapport à certaines thématiques. Il y a quelquefois des indications qui sont données par des organes de la CEDEAO, mais qui ne sont pas effectivement des indications qui sont au-dessus de la souveraineté. Tu veux dire que ce n'est pas contraignant? Voilà, c'est au niveau des décisions, effectivement, au niveau africain, quand on dit, bon, il y a une indication. Moi, je pense que la justice, si la justice prend une décision, mais elle n'est pas pour tous les partis. Ce ne sont pas des décisions qui sont au-dessus de la justice des États. Mais ce sont des indications qui sont les décisions de justice sont des propositions. Les décisions de contraignantes, mais normalement. Est-ce qu'il y a des textes concernant ça? Oui, mais normalement, on dit que la décision de la CEDEAO est au-dessus de la souveraineté. Mais on a vu cas pratique dans le cas du Sénégal, quand il y a eu les problèmes d'inscription de Ousmane Sonko, ils ont fait appel à la justice. La haute, moi-même, c'est la première fois que je savais qu'il y avait une cour de justice de la CEDEAO. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que la ministre de la Justice de l'époque, Madame Aïssata Tall, qui était ministre de la Justice, disait quelle que soit la décision, parce que au niveau du Sénégal, on pensait que la CEDEAO allait donner un avis favorable à Ousmane Sonko. La veille, la ministre disait même, il y a eu des échos là-dessus, quelle que soit la décision de la CEDEAO, nous sommes un État souverain. Ils ne sont pas obligés de répondre à ça. C'est ce que je vous dis. Là, ça remet en cause totalement l'existence de la CEDEAO. Ça remet en cause l'existence de la CEDEAO. Et puis la CEDEAO a donné un avis défavorable à Ousmane Sonko, malgré, c'était télévisé, le procès a été télévisé. On ne voyait pas comment la CEDEAO ne pouvait pas aller donner une décision favorable de Ousmane Sonko. Et le lendemain... Voilà. C'est pour cela que d'ailleurs, quelquefois, on dit, bon, il y a des sanctions qui sont effectivement appliquées des États, on les condamne parce que... Mais il y a des indications qu'on peut donner, mais ça ne veut pas dire qu'effectivement les États sont totalement soumis dans leurs prérogatives au niveau judiciaire, sont soumis effectivement aux décisions de la CEDEAO. Mais finalement, que doivent répondre les pays de l'AES alors finalement quand vous dites ça? Mais ils doivent répondre en disant effectivement qu'il faut qu'on change certainement les textes. C'est pour ça que quand l'honorable dit il faut une refondation, ça veut dire qu'il faut repréciser les choses. Et peut-être qu'il y a des choses effectivement que la CEDEAO ne doit pas pouvoir faire. Bon, donc il faut revenir dessus. Et on ne peut pas contraindre d'un côté et finalement dire que bon, la souveraineté prime sur... Voilà. Bon, en tout cas, les questions sont posées. Guy Marius Sagna, voilà, il a été mis en exergue dans cette émission.
Et on continue, on va faire une petite pause et puis on revient dans un instant, mesdames et messieurs. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, de retour sur le plateau de Vox Africa et surtout de Vox Live avec nos invités du jour. Bienvenue encore une fois à vous. Alors, première partie terminée, on continue avec la deuxième partie. Je suis entourée de monsieur Armand Iré, journaliste, monsieur Moussa Diallo. Rebonjour à vous et monsieur Babadem. Alors, on poursuit. L'Afrique doit-elle fermer toutes ses bases militaires étrangères? Voilà la question. Donc, rapide tour de table. Oui, non. Qu'en pensez-vous? Oui, il faut que l'Afrique use de sa souveraineté pour que toutes les bases militaires étrangères soient fermées. Moi, je dirais non, parce que ce n'est pas une décision qu'on prend comme ça, en tapant sur la table pour dire toute l'Afrique doit effectivement se soumettre à cette décision de fermer les bases militaires. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des États souverains. Justement, c'est pourquoi je dis qu'il faut user de la souveraineté. Oui, mais ce n'est pas l'Afrique qui utilise sa souveraineté. Parce que ce n'est pas une décision comme ça. Il n'y a pas une souveraineté africaine elle-même. Ce sont des États qui ont leur souveraineté. Et donc, chaque État essaie de voir en fonction de ses intérêts quel type d'accord, quel type d'alliance elle noue. Et puis, soyons sérieux. Aujourd'hui, nous avons des États qui ne se sont pas lancés dans la production industrielle. Nous sommes encore dépendants de ces puissances qui viennent nous vendre et donc assurer notre sécurité. Et que très souvent, le prétexte qui est trouvé pour la présence militaire aussi, c'est une assistance technique. Ce sont des conseils. Parce qu'ils ont fait des guerres et des grandes guerres. Donc on a des conseillers militaires qui viennent pour dire on a des stratégies. La preuve, nous avons encore nos élèves des classes militaires qui viennent en formation encore dans ces pays développés pour apprendre. Donc ils viennent avec du savoir. Ils viennent avec du matériel. Et donc, ils justifient que parce que ces matériels-là doivent être entretenus, donc il faut qu'on ait une base qui soit là. Et nous-mêmes, avec nos chefs d'État, souvent frileux parce que le voisin est plus armé que moi, parce qu'on peut m'attaquer. Bon, souvent, on signait des contrats et ces bases ont été créées. Maintenant, ça n'arrangeait pas seulement nos chefs d'État, mais c'est aussi géopolitique parce qu'effectivement, les superpuissances ont besoin d'être présents à certains points du monde pour mieux contrôler. Donc, je paraphrase rapidement vos propos. Voilà, pour dire non, moi je dis, c'est pas possible qu'on prenne une décision comme ça. Est-ce que l'Afrique? Non. D'accord, donc je paraphrase. L'objectif premier pour vous concernant les bases militaires étrangères en Afrique sont, dans chaque pays, par exemple Côte d'Ivoire, Mali, etc., peut-être pas le Mali, mais c'est pour, dans un premier lieu, former sur place, accompagner, conseiller et entretenir le matériel militaire. Militaire aussi. Je paraphrase et je résume rapidement. C'est votre avis. Moi, à la base, je suis favorable à la fermeture. Et encore beaucoup plus favorable après tout ce qu'il a dit. Donc, je suis favorable à la fermeture. C'est-à-dire évidemment. C'est-à-dire que je parle en termes ne serait-ce que de symbole de légitimité, de souveraineté, de crédibilité de l'État. En gros, moi j'aurais compris que après les indépendances, même 15 ans c'est beaucoup, mais qu'on ait ces bases 15 ans, le temps de former, le temps de pouvoir apprendre à manier des armes, etc., la formation des jeunes aussi. Mais il n'y a pas de transfert de technologie, c'est encore pire. Il n'y a pas de transfert de compétences. Il n'y a pas de transfert de compétences. Et on a vu dans le cas la base, parce que comment on va dire, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas s'en débattre. Non, mais c'est pour ça que je veux dire. Non, c'est ça. Donc il faut d'abord commencer à fabriquer avant de dire vous quittez. On va mettre la charrue avant les bœufs. Non, mais justement, ça va permettre d'aller vers une industrielle. Et c'est ce que disait même Ibrahim Traoré, qui disait tant mieux. Au moins, ça nous permettra d'aller vers un développement endogène et de trouver une solution à nos problèmes au lieu d'être, entre guillemets... Développement forcé, c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'en gros, vous avez des difficultés, vous trouvez vous-même vos solutions. Mais pendant ce temps, il y a une autre présence militaire qui est chez lui. Ah, mais on fait partie de la CEDEAO, non? Ben oui. Donc, il peut être protégé par la souveraineté, là où?
À partir du moment où tu fais appel encore à une autre puissance qui vient remplacer une autre. Mais justement, là, il n'y a plus de base militaire ni française, ni américaine au Niger, par exemple. Et au Burkina et au Mali. Et entre eux même, ils sont qui alors? Pardon? Qui les a remplacés? Je ne sais pas. Sérieux? On parle de bases militaires. Bon, on a parlé de bases militaires étrangères. Mais parlons spécifiquement des bases militaires françaises. Il faut qu'on fasse allusion à ces bases-là. Oui. Parce qu'elles ont été établies depuis les indépendances. Le premier accord entre la Côte d'Ivoire et la France, qui a été signé par Michel Debré, qui était Premier ministre, et Félix Houphouët-Boigny, il date d'avril 1961. Sur 9 accords, parmi lesquels, en deuxième position, il y a la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et la France, avec des articles qui, quand tu les lis, tes cheveux s'hérissent. C'est-à-dire que la France pesait réellement sur la Côte d'Ivoire, en tout point de vue, sur le plan militaire. Elle devait défendre la Côte d'Ivoire, elle devait lui vendre des armes, elle devait éduquer ses militaires. Et pays naissant. Mais ça a continué. Et ces accords n'ont jamais été remis en cause. En 1978, ils ont poussé loin le bouchon en créant une base militaire à Abidjan, qui était le 43e BIMA, le bataillon des fatigués de marine. Ils ont continué encore jusqu'en 2012 pour créer les forces françaises de Côte d'Ivoire. Donc vous voyez que depuis l'indépendance, rien ne change. La France est assise dans les pays où elle veut s'asseoir, et surtout dans ses ex-colonies, et règne sur les différents pouvoirs. Vous savez, quand on parle de ça, il faut faire allusion aussi au fait que même l'eau que nous buvons nous est vendue par des sociétés étrangères. Même le courant que nous prenons pour nous éclairer nous est vendu par des sociétés étrangères. Vous ne voyez pas qu'il y a... C'est le fait des bases militaires, ça? Non, mais je veux dire, je parle de la souveraineté d'un État. Oui, oui. Je parle de la souveraineté d'un État. L'eau que nous buvons est vendue par des sociétés étrangères. Le courant avec lequel nous éclairons est vendu par une société étrangère. Et ça se poursuit jusqu'au niveau des armes et tout. Parce que même le taser, même la matraque, pour pouvoir l'avoir aujourd'hui, il faut demander à la France. La souveraineté d'un État commence... Et la France agit tellement que moi je me rappelle... par l'économie. Laissez-moi vous dire, moi je me rappelle que lorsque Laurent Gbagbo a demandé des armes quand il devait affronter sa rébellion, la France a passé le mot pour dire on ne vend aucune arme à Laurent Gbagbo parce que c'est une guerre civile. Il était obligé... Bon, je ne parlerai pas beaucoup. Oui, après ça peut être des cas particuliers dans chaque pays. Mais ce que je veux dire, c'est que la souveraineté d'un État commence par l'économique. Si vous avez une force économique et que vous commencez à transformer vos matières premières, il faut qu'on nous permette de transformer ces matières-là. Mais aussi vous attendez la permission effectivement des Occidentaux, donc vous n'arrêterez jamais rien. Parce que dès que ça commence, ils mettent toujours les roues. Il faut qu'ils nous permettent. Ils nous permettent, ça veut dire que tu es soumis à leur autorisation. Non. Parce que quand Bouygues gère l'eau à Abidjan, quand Bouygues gère l'eau et le courant à Abidjan, c'est des marchés qu'il a passés avec l'État de Côte d'Ivoire. Bien sûr. Voilà. Mais pour revenir aux bases militaires françaises, le scandale des bases militaires françaises, entre guillemets, c'est que la France est la seule puissance, en gros, militaire, qui a des bases militaires permanentes. Je dis bien permanentes. Et ces bases militaires permanentes, les 4, là, depuis le départ du Burkina-Niger, mais se trouvent en Afrique. Ils sont 4, Gabon, Côte d'Ivoire, Sénégal et le Djibouti. Encore que Djibouti, je le mets de côté. Si on regarde bien la carte des bases militaires françaises en Afrique, elles étaient presque toutes au niveau du Sahel. Donc c'est plutôt au niveau du côté géostratégique par rapport à ce que représente le Sahel. Autre chose aussi par rapport à ces bases militaires, là où je parle de souverainisme, de Charles de Gaulle. On prend le cas de Charles de Gaulle. En 1900, on sait que les Américains, c'est le narratif,
on va le dire comme ça. Le narratif dans l'histoire, c'est que c'est les Américains dans leur débarquement en Normandie qui a fait qu'ils ont sauvé la France du nazisme, etc. Ensuite, il y a eu la guerre froide. Ils ont créé l'OTAN pour protéger, quoi qu'il en dise. Mais Charles de Gaulle, qu'est-ce qu'il a dit quand les Américains lui ont dit, écoute, on va mettre une base militaire américaine? De Gaulle a dit, nous, on est un peuple, la France doit être grande, fière, souveraine et indépendante. Évidemment. Il n'est pas question de base militaire américaine, juste pour notre indépendance, qu'elle soit diplomatique, qu'elle soit même nucléaire, et nous sommes en train de s'industrialiser pour construire cette arme nucléaire. Mais est-ce que ce n'est pas ça la volonté de tous les pays africains normalement? Oui, mais à un certain niveau de développement. Aujourd'hui, tu ne fabriques même pas une aiguille dans ton pays. Mais pourquoi permanent? Si on pose la question... Mais pourquoi permanent? Ça, c'est... Par exemple, ça, c'est la souveraineté justement de vos États de négocier avec d'autres puissances. Dans le cas du Sénégal, que fait, si on pose la question, que fait les militaires au Sénégal? Cher frère, quand on pose la question, les États, il faut qu'on sache. Les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Les Européens, les Occidentaux viennent s'asseoir leurs intérêts. À nous, effectivement, de nous battre pour nos intérêts. Au-delà de ça, c'est aussi simple que ça. Non, mais au-delà de ça, si on pose la question, et c'est les textes, hein, ce n'est pas des supputations ou du bavardage. Quand on regarde l'armée française à l'étranger, quelles sont les missions? Vous prenez les 3 premières missions des bases militaires françaises à l'étranger. Premièrement, c'est protéger l'intérêt national, donc de leurs ressortissants. Deuxièmement, protéger les intérêts nationaux économiques. Troisièmement, c'est garder l'influence géostratégique et politique de la France. Quid des relations bilatérales, ça arrive qu'en 5e position. Donc, pour moi... En tout cas, les intentions sont claires et sont données. Non. Donc, ils servent leurs intérêts. C'est pour ça. Mais ça arrive de servir nos intérêts. C'est pour ça que je suis pour le départ de ces bases militaires. Mais s'ils partent, tu les remplaces par qui alors? Est-ce qu'il faut Regardez l'Ukraine. Est-ce qu'il faut Est-ce qu'il y a des bases à l'Ukraine est en train de courir après les Occidentaux pour justement se réveiller? L'Ukraine n'a pas sa souveraineté. Évidemment. Mais si tu prends l'exemple de l'Ukraine, c'est encore grave. Venir en aide et avoir une base militaire permanente, c'est pire. Le terrorisme est devenu... Regardez même au Mali. Il est devenu un mendiant de la sécurité. Au Mali, regardons bien au Mali. Dans le cas du Mali, c'est vrai qu'il y a eu l'avancée des terroristes jusqu'à presque la porte de Mopti. À ce moment-là, ils ont déclenché, et ça a été une demande que les militaires français avec, c'était Hollande à l'époque, et la mission Serval, le Mali a fait un appel aux militaires français de venir. Oui, donc c'est pas des... Et ils ont été applaudis, non? Ils ont été applaudis, effectivement. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont réglé la situation Serval, ils sont passés, ils ont dit quoi? Non, là, vu qu'il y a encore des problèmes de terrorisme, nous allons nous maintenir... Mais où est la responsabilité de vos dirigeants alors? Ils ne sont pas responsables des dirigeants? Mais justement par rapport à ça, c'est que c'est devenu, le terrorisme est devenu, et on a vu après, 10 ans après... Il n'y a pas eu de résultat. Il n'y a pas eu de résultat. On les a mis de côté. Qui a récupéré Kidal. Donc la volonté politique de la part de nos dirigeants a manqué. D'accord. La question, on va repositionner le débat. Pourquoi finalement les pays africains acceptent d'avoir des bases militaires étrangères? Ça a commencé depuis les indépendances. Et pourquoi? Et c'était quoi les raisons? Quelles étaient les raisons? Ils n'étaient pas peut-être, ils pensaient qu'ils n'étaient pas assez outillés parce qu'ils venaient juste d'acquérir l'indépendance. Ils ont juste besoin de... Ils ne pensaient pas que c'était une réalité. Oui, c'est une réalité, évidemment, mais bon, je leur donne le blanc-seing, c'est ce que je veux dire. Sinon, ils pensaient, pour eux, ils ont besoin de la France pour se protéger. D'accord. Donc, c'était au temps des indépendances. Le temps est passé. Donc, aujourd'hui, pourquoi les États africains, pourquoi des États africains... Sommes-nous vraiment indépendants? Considère, continue à avoir des bases militaires. Sommes-nous vraiment indépendants? Voilà la question. Vous dites c'était à l'époque des indépendances. Oui. Et aujourd'hui, comme si aujourd'hui on était vraiment indépendants. Pour le coup, je vous pose la question, est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays indépendant? Non, nous ne sommes pas vraiment indépendants. C'est-à-dire? Et je veux dire qu'aujourd'hui, on a encore des problématiques de développement à faire face, à régler, avant de dire... Aucun de nos pays ne dit aujourd'hui je suis une superpuissance, je suis même encore en lutte pour dire pays émergent. Bon, on n'a pas encore cet attribut-là. Donc, on est dans des situations où, pour la sécurité en tout cas,
technologiques, pour du matériel lourd, mais on est loin de ces fabrications-là. Donc on dépend forcément effectivement des Occidentaux pour assurer notre sécurité. Non, mais si c'était le cas des bases militaires. Après, moi, l'histoire est très intéressante par rapport après la colonisation. Ça, c'est pas moi ni un homme de n'importe qui. Senghor. Lui, on ne peut pas le taxer En tout cas, c'est un pro-français dans l'histoire. C'est Senghor lui-même... On peut le taxer de pro-français. Non, c'est Senghor, oui. Senghor, c'est lui-même qui a dénoncé. Senghor est français. Voilà, c'est lui-même qui a dénoncé au Niger le coup d'État entre Diori avant l'arrivée de Séni Kounché. Et que ce coup d'État a été préparé par une... Il le dit publiquement et c'est à la télévision. C'est Senghor qui le dit. Donc, est-ce que ces bases militaires n'étaient pas là aussi pour assurer et mettre en place évidemment, au niveau de l'État? J'aurais voulu le dessus tout à l'heure, mais je ne veux pas politiser le débat. Que c'est leurs intérêts qui défendent. Parce qu'à Abidjan, c'est la France qui a enlevé Gbagbo au pouvoir. En se basant sur quoi? En se basant sur ses soldats? En se basant sur la force française en Côte d'Ivoire? Mais pour le coup, la question est... Gbagbo a accepté qu'il y ait des bases militaires françaises. Il a trouvé les bases militaires. Il a renégocié les contrats. Mais il aurait pu ne pas négocier les contrats. Mais comme tu le sais, quand ça vous arrange, vous prenez. Quand ça vous arrange pas, vous jetez. Il a été affronté par une rébellion. Et au moment où il a pris la décision, la France n'a pas reconnu le fait qu'il ait rejeté la base militaire en disant tu as perdu le pouvoir, donc tu n'as plus de décision à prendre. Mais en tout cas, il faut avoir conscience de ça. C'est-à-dire que quand on met des bases militaires étrangères dans son pays, en tout cas pour l'Afrique, les choses peuvent se retourner contre... Évidemment, c'est clair. Donc, c'est une conscience que chaque président a, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre le côté positif, à savoir que quand je veux rester au pouvoir, eh bien j'ai les bases militaires, mais quand je veux... quand tu restes au pouvoir et que tu donnes tout à la France, mais voilà, donc pour le coup, on peut pas... Quand tu as une base militaire française dans ton pays et que tu essaies de jouer, comme on le dit à Abidjan, les loupas, mais ils vont te remettre à ta place. En plus, quel message on envoie à nos propres militaires en disant que eux, ils ne seront pas capables d'assurer la sécurité. Et autre chose, c'est une question que je me pose. La présence de ces bases militaires, et je pense que vous connaissiez tous, j'ai fait des recherches, mais je n'ai pas trouvé la réponse à ça, Bob Denard. Les actions de Bob Denard. On sait que au Comores et en Afrique, oui. Et on sait que en tout cas pour la France, le fait d'avoir des bases militaires dans leur ancienne colonie, c'est de pouvoir réagir très rapidement à une crise. Bien sûr. Maintenant, la question que je me pose, quelle était la fonction de ces bases militaires dans ce que Bob Denard faisait? Et c'est vraiment savoir, j'ai essayé parce que c'est beaucoup plus... Bob Denard, c'était pas des bases militaires. Voilà, c'est la question. C'était pas des bases militaires, Bob Denard. Bob Denard, c'était un mercenaire sur lequel la France se basait pour régler des comptes, surtout dans une partie de façon officieuse. D'accord, d'accord, très bien. Donc on va mettre ça de côté. Juste, je vais faire un parallèle quand même. Alors, des bases militaires étrangères dans des pays, c'est pas qu'en Afrique que ça se passe. Ça se passe aussi, par exemple, pour les États-Unis. On va faire le parallèle. Et est-ce que les objectifs sont les mêmes ou pas? Alors, par exemple, les États-Unis. Donc, les États-Unis disposaient environ en 2021 de 750 bases dans au moins 80 pays en juillet 2021. Donc, je rappelle. Et le nombre est peut-être même beaucoup plus élevé parce qu'on n'a pas toutes les informations du Pentagone. Le Japon possède le plus grand nombre de bases américaines au monde avec 120 bases actives, suivies de l'Allemagne, de la Corée du Sud. Pour le coup, comment on explique finalement ces bases militaires américaines donc, dans ces pays-là et quel parallèle on peut faire avec les bases militaires étrangères en Afrique? Géopolitiquement, les États-Unis, ils assument leur rôle de puissance mondiale. Avoir une base militaire américaine et avoir une base militaire française n'est pas la même chose dans son pays? Moi, quand je regarde ce qui se passe avec les bases militaires françaises en Afrique, je me dis, il faut carrément les écarter. Parce que je ne vois pas des GIs américains venir, par exemple, intervenir au Japon et enlever l'empereur ou bien le premier ministre élu par le... Peut-être parce que le Japon ne le permet pas. Est-ce que c'est pas parce que le Japon ne le permet pas? Est-ce que le Japon n'est pas assez fort pour éviter que ça arrive? Même en Corée du Sud, pareil. Est-ce qu'ils agissent? Ils n'agissent pas. Pourtant, ils sont bel et bien là-bas. Et aujourd'hui, la Corée du Sud se tourne vers les BRICS alors qu'ils ont une base américaine. Donc, l'Amérique ne s'occupe pas, on va dire... il n'y a pas d'ingérence de la part des bases militaires
Il n'y a pas d'ingérence. Donc finalement, Non, et puis leur mission est très l'Afrique claire. pourrait tout simplement éviter qu'il y ait une ingérence des bases militaires étrangères dans leur vie politique, économique, etc. Est-ce que c'est possible pour le coup, ou finalement l'Afrique n'a pas le droit de parole concernant les bases militaires étrangères? Demandez à nos dirigeants, c'est eux qui veulent savoir. Il y a quelque chose qu'il faut préciser quand même, c'est qu'on est dans une relation qui est une relation très ancienne avec la France, et que quand il se couple à cela, effectivement, la présence d'une base militaire, bien sûr, la politique se confond avec, effectivement, le militaire. Donc ça remet en question, finalement, en Afrique, l'existence même de ces bases militaires en Afrique. En tout cas, c'est ce problème que nous avons. C'est que, effectivement, c'est ce qu'on dit, il n'y a plus de frontières. C'est ce que le confrère dit, et c'est la même chose que qu'on dit depuis. Non, la question c'était, est-ce que... Je fais le parallèle entre ce qu'ils font. Voilà, on doit se départir de toutes les bases militaires. C'était ça la question. Bon, donc je réponds qu'on ne peut pas le faire, puisque aujourd'hui, ça peut se faire. Notre sécurité dépend effectivement de notre équipement. Et que donc, si on n'est pas capable aujourd'hui de fournir ces équipements-là, quoi qu'on fasse, nous serons effectivement... Vous êtes sûr aujourd'hui, si le Burkina Faso déclare la guerre à la Côte d'Ivoire, c'est les Français qu'on verra devant en train de faire la guerre? Mais est-ce que ce serait même normal que les Français fassent la guerre pour mais alors, où est le problème? Ce sont des accords qui sont signés. Ah bon, vous pensez que les militaires français iront au front face au Burkina? Mon cher frère, en plein 21e siècle. Je peux te dire que quand ces pays-là veulent assurer leurs intérêts, ils ne reculent devant rien. Donc ils le feront pour les intérêts. Mais bien sûr. Leurs propres intérêts, non pour le peuple ivoirien. Ils ne sont pas là parce qu'ils aiment les Ivoiriens. Comme ils ont enlevé le rang. Il faut sortir ça de notre tête. Ils ne sont pas là parce qu'ils nous adorent. Mais il y avait une vidéo choquante d'ailleurs à Abidjan. Ils sentent que leurs intérêts sont menacés, mais ils interviennent. Il y avait une vidéo choquante qui avait tourné, c'est quand les militaires français faisaient en plein Abidjan presque la circulation. Et qui ordonnait, cette vidéo-là a été choquante en se disant, mais vous faites au moment de la guerre. Je sais plus que la vidéo, la circulation de Gaulle. Oui. Mais la réaction des locaux. Mais il n'y avait pas que les Français, l'ONU ici. L'ONU ici était là. Mais c'est choquant. Ce sont des circulation. Oui, mais ce sont des organisations. On ne peut pas régler la circulation. Ce sont des... Voilà. Parce qu'on est des militaires étrangers. Ce sont des dispositions prises à l'ONU pour la sécurité des populations. Dans le cadre du Japon, par exemple, au moins, les Américains, c'est quelque chose de clair, on sait pourquoi. Et ça émane après Nagasaki. Oui, après donc, et au-delà de ça, le Japon est dans une position stratégique qui fait qu'ils ont en face de le géant et l'ogre chinois, qui peuvent menacer, il y a peut-être la... Donc, c'est compréhensible. Mais il y a aussi des bases militaires en Allemagne, toujours. En Allemagne aussi, mais ça vient de la guerre également. Exactement. Alors que l'Allemagne s'est réunifiée, mais il y a toujours des bases militaires. Au moins américaines, au moins c'est clair. Mais maintenant, je reviens toujours, à quoi servent ces bases militaires françaises au Sénégal? Quel est le danger potentiel? Pourquoi au Niger? Et posons-nous les vraies questions. Mais les vraies questions, c'est de se dire qu'il ne faut pas qu'on soit naïf. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nos États ont besoin, je viens de le dire tout à l'heure, nous n'avons pas effectivement la capacité de production de certains équipements pour notre propre sécurité. Non, moi, au-delà de ça, je déjà ça. L'intérêt de... Mais on peut les mais bien sûr. On a besoin d'une base militaire française. Je viens de te dire. Pour acheter de l'armement. Soyons d'accord sur ce postulat-là. Militaire française pour acheter de l'armement. On n'a pas besoin que les militaires soient installés à Abidjan pour acheter de l'armement. Bien sûr, tu es obligé. Comment? Parce que c'est une base. Non, mais je t'explique. Oui, bien sûr, il faut une base avec des, comment on appelle, du personnel d'encadrement, du personnel effectivement technique pour l'entretien du matériel. Quand tu achètes un véhicule, mais il te faut effectivement, là à côté, tu as une succursale. Bien sûr, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? En fait, le transfert de compétences, le transfert d'informations, le transfert de technologie, c'est à nos dirigeants. Vous pensez que je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est que on doit mettre la charrue avant les bœufs. Ça veut dire que les dirigeants n'ont pas fait leur travail. Voilà, ils n'ont pas fait leur travail. Mais vous, ça vous choque pas quand c'est un militaire français qui le disait, on va pas leur donner des armes parce qu'ils peuvent faire des bavures. On va pas donner les armes à qui? Mais aux militaires locaux. Aux militaires locaux. Au lieu de les former. Mais on achète les armes avec eux. Non. Il dit que si on leur donne des armes, ils vont commettre des bavures.
Ouais, mais nos militaires sont armés. Pourquoi ils ne commettent pas de tous les jours? Ils sont armés, non? Mais voilà, c'est pourquoi on vous dit que la... Oui, mais donc ça veut dire que ce qu'ils disent, c'est... Ils infantilisent l'Afrique. Pas le droit d'exister dans nos pays. C'est comme le franc CFA où on nous dit que... Ne coupez pas non plus tout propos. Bon, ça c'est ce qu'il a dit. Mais ça ne veut rien dire, c'est un militaire, mais ça ne veut rien dire ce qu'il a dit. Mais ça n'a pas de sens. Ben oui, mais pourtant nos armées sont armées. Non, mais c'est pour sans jeu de mots. Ça dépend de l'état de mentalité. Non. Pas du tout. Pour terminer, ça dépend de notre état de sous-développement aujourd'hui. Il faut que nos dirigeants prennent conscience qu'il faut développer l'Afrique, il faut industrialiser l'Afrique. Et si nous développons l'Afrique, si nous industrialisons l'Afrique, nous pourrons effectivement nous passer. Plus on monte en développement, et moins on devient dépendant. Mais c'est tout ce qu'on souhaite. Bah, donc il faut le faire. Et donc et ça, c'est notre responsabilité à tous. Donc vous considérez aujourd'hui que les bases militaires étrangères sur le sol africain sont là pour leur propre intérêt, d'abord. Et finalement, y a-t-il un intérêt pour les pays africains d'avoir ces bases militaires sur leur sol? Ça nous sert. Bien sûr, mais ils sont là pour leurs intérêts d'abord. D'accord. À nous de pouvoir effectivement... Je pose la question. Ça ne nous sert à rien du tout. Et je le dis et je l'affirme. Ça a été mis en place depuis les indépendances. C'est plus déstabilisant. Voilà, c'est plus déstabilisant aujourd'hui. Pour l'Afrique. C'est plus déstabilisant que positif. Parce que ça a été mis en place à l'orée des indépendances. Nous avons avancé. Nos militaires se sont armés. Ils peuvent gérer le matériel, ils peuvent gérer les équipements, ils peuvent le réparer, tout ce qui est engins et autres. Donc ça veut dire qu'il est temps pour ces bases militaires de quitter. Voilà. Parce que si ce n'est pas de la géopolitique, si ce n'est pas pour veiller sur des pays où ils ont des intérêts colossaux, ils peuvent dégager. Baba. Quand on parle de colonialisme, néocolonialisme, décolonisation, il y a deux choses pour moi. L'armée et la monnaie, par exemple. À partir du moment où vous voulez être indépendant, ou au moins préciser votre souveraineté, c'est qu'il n'y a aucune présence de l'armée étrangère pour votre propre sécurité, sauf dans des contextes bien précis, et surtout la monnaie aussi, qu'elle soit contrôlée par vous-même que par une autre puissance. Donc, pour moi, c'est ça. Bon, tu vois, moi, Vraiment, je veux qu'on sorte un peu de ce cycle-là. Symbole de la souveraineté. Qui revient souvent dans le discours de ceux qui se font appeler vous voulez pas qu'on évolue même des panafricanistes. Pourquoi vous voulez pas qu'on Quand évolue? Je parle d'industrialisation, ce n'est pas une évolution. Pas forcément panafricaniste. Je parle d'industrialisation, ce n'est pas une évolution. Oui, mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on sorte du cancan des bases militaires françaises? Pas françaises uniquement. Je dis des bases militaires. Les bases militaires américaines n'influent pas sur notre politique. Il ne faut pas tomber dans cette haine de la France en pensant que... Vous faites vraiment une distinction entre les bases militaires américaines et les bases militaires françaises. Elles n'ont pas les mêmes objectifs. C'est clair, net, précis, selon vous. Oui, elles n'ont pas les mêmes objectifs. Mais ça, c'est dévolu aux dirigeants africains, à nos dirigeants. Si nos dirigeants ne le font pas, mais donc nous sommes responsables de nos souverainetés. Mais j'ai l'impression que vous me dites là, vous nous dites sur le plateau, que notre souveraineté ne dépend pas de nous. Ça dépend de nous. C'est à nous, effectivement, de penser. Ça dépend de nous. Voilà. Donc commencez à vous industrialiser. Et je voulais dire juste quelque chose, c'est que la première des choses, c'est la souveraineté alimentaire. Parce que ça, vous l'avez pas cité. On est tous d'accord par rapport à cela. Voilà, mesdames et messieurs, le thème du jour, c'était « Faut-il mettre dehors toutes les bases militaires étrangères, notamment françaises, américaines, etc., du sol africain ?» Eh bien, bonne question. En tout cas, on a débattu ici sur le plateau de Vox Live. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de votre émission. Bye bye.